On n'a pas les lunettes de soleil, hein, ça n'aurait pas été mal pour une fin de journée comme ça. Bonsoir à tous, Fabien Esnou, donc Spring Project. Donc non, pour les autographes, je ne fais pas ce genre de choses, je n'ai pas du tout la prétention de ça. En tout cas, merci à e-commerce Mag pour cette organisation, merci aussi pour l'article. Ça me fait très plaisir ce soir de clôturer cette journée de présentation autour de sujets un peu complexes, nous, acteurs de la supply chain. On m'a demandé qu'est-ce qui, d'après toi, c'est quoi les grands sujets clés de la supply chain aujourd'hui? Alors, il y a un certain nombre d'interventions aujourd'hui sur ce thème, entre autres, et j'ai écouté quelques-unes d'entre elles. Oui, il y a des sujets complexes. La transition énergétique, c'est un sujet complexe, vu qu'évidemment, on est sur une thématique qui contribue en partie à problèmes énergétiques dans le monde. Deux, il y a des sujets liés à la ville. C'est un sujet complexe aussi, le last mile delivery, comment j'approvisionne les villes en étant le plus responsable possible. Mais on a choisi de travailler sur une autre thématique ce soir. Avec Bertrand et Meriem, on s'est dit, bon, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est la façon dont on consomme. Alors cette façon dont on consomme, elle a pas mal changé avec le Covid, mais pas que. Le Covid n'est pas à l'origine de tout. Ça fait quand même de nombreuses années que la façon qu'on a de consommer change, et elle change de plus en plus, alors soit pour des problématiques sociétales, soit à travers des possibilités technologiques, et derrière ça a des impacts sur les supply chains en l'occurrence, donc c'était l'objet de ce dernier débat. Donc merci à mes deux intervenants du soir. Je vous laisse vous présenter brièvement tous les deux. Je m'appelle Myriam Benoise et donc j'ai fondé l'Intendance, qui est un site pour faire toutes ces courses en plastique avec un système de consigne. Et je suis également membre du réseau consigne Île-de-France. Je m'appelle Bertrand Neuzoine, je viens du monde de l'intelligence artificielle et je dirige l'innovation chez Amanda.com, qui est un supermarché en ligne et en livraison à venir. Bon, on va y revenir. Moi, il y a deux, trois sujets, évidemment, à la techno, hein, j'en parlais en introduction. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les évolutions des modes de consommation, on s'aperçoit que le bio est un petit peu moins dans une dynamique qu'on a pu voir il y a quelques années, mais que par contre, il y a un glissement vers une consommation responsable, locale, circuit court, vrac. Donc ça a quand même des grosses implications sur les organisations logistiques, la façon de vendre, la façon de transporter, la façon de récupérer les contenants, d'où d'ailleurs le réseau consigne. D'après vous, et je veux surtout te demander, Myriam, de ton côté, c'est quoi les facteurs qui aujourd'hui amènent ces transformations? Est-ce que c'est des facteurs légaux, des facteurs de consommation? Est-ce que c'est l'impact du Covid par exemple? Comment tu perçois les choses? J'ai l'impression que ça vient d'une part des consommateurs qui, quand on les sonde et qu'ils ont pris des bonnes résolutions, leur résolution numéro un, c'est de réduire leurs emballages, qui se soucient mieux de mieux consommer, donc moins de produits ultra transformés, des produits un peu plus simples qu'on trouve souvent en vrac. Et par ailleurs, il y a une évolution assez rapide de la réglementation qui conduit les grandes surfaces à adopter du vrac et de la consigne. Les metteurs en marché à dédier une proportion de leurs emballages à la consigne très rapidement d'ici janvier 2023. C'est le décret d'application de la loi climat. Et donc par ailleurs, voilà, ça vient des consommateurs, de la réglementation, et les producteurs eux-mêmes. Je vois de plus en plus de marques qui se lancent en mettant la consigne au cœur de leur modèle. Donc tout ça fait que, en effet, même si le bio connaît une croissance plutôt atone là sur ces dernières années, le vrac lui fait plus 8% par an, est attendu de faire plus 8% par an selon une étude Xerfi récente. Même si bon, on voit que c'est pas toujours, on ne suit pas vraiment ce que font les études, mais moi je pense que c'est ce qui fait que ce mode de consommation sera de plus en plus adopté. J'aimerais bien qu'on revienne sur pourquoi tu as créé l'Intendance, parce que j'ai eu la chance de découvrir ça à travers cette conférence, d'ailleurs je ne connaissais pas, en toute transparence, mais tu as un parcours qui est quand même relativement atypique. Je veux bien que tu nous en parles, le pourquoi ce parcours, à travers les fonds d'investissement, etc., et lancer l'Intendance il y a 3 ans, et aussi quelle catégorie de produits tu as voulu attaquer pour et tourner où aujourd'hui? Alors moi, je savais que je voulais entreprendre parce que j'ai l'impression que parfois, c'est souvent les entreprises qui accélèrent des gros basculements de changement de mode de consommation. Mais je savais pas trop dans quoi. J'avais une sensibilité écologique et j'ai voulu un petit peu me former. Donc en effet, j'ai fait un bref passage en capital risque et j'ai rencontré plein d'entrepreneurs très inspirants qui allaient très vite. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est les innovations d'usage. Donc j'ai une appétence tech très forte, mais la manière dont rapidement on peut
en simplifiant un accès, bousculer un mode de consommation, Confer, Blablacar, Le Bon Coin, etc. Et donc, l'idée a fait un peu son chemin. Par ailleurs, après, j'ai fait de la tech. Et puis, j'ai commencé à faire mes courses en vrac pour diminuer mon empreinte plastique. Et j'ai déroulé le filon. Je me suis aperçue qu'un tiers des 400 millions de tonnes de plastique qu'on produit chaque année sont soit enfouis, incinérés, et 80 000 tonnes de plastique est jetées dans la nature. Et c'est pas une matière qui est complètement biodégradable, ça se dégrade en microplastique, ça remonte la chaîne alimentaire. Il y a des études qui montrent qu'on en retrouve dans le sang, dans les poumons, etc. Et là, il n'y a pas aujourd'hui de matière qui permet de passer à l'échelle un mode de conditionnement autre que le plastique. Donc il faut en fait se passer de diminuer notre empreinte plastique à la source en passant au vrac. Et donc en faisant mes courses en vrac, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas déjà tous la chance d'avoir un magasin de vrac près de chez soi et que l'offre était limitée. Et par ailleurs, on est nombreux quand même, en consommant avant de se soucier de ces emballages, à vouloir bien consommer et à manger des produits bons. Et donc c'est comme ça qu'est venue cette idée de se dire, et si on faisait la plateforme où on pouvait faire ses courses comme si de rien n'était, sauf qu'on se passe de plastique. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré sur une offre de 150 produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien en 2019, de produits présentés donc dans des emballages réemployables et réutilisables, et que petit à petit on a étoffé la gamme jusqu'à arriver à 1000 produits. Et donc aujourd'hui on livre à Paris, 30 villes limitrophes, Lyon et Villeurbanne, à vélo, donc la question de la last mile delivery, et par voie postale partout en France. Alors, par voie postale, j'imagine que c'est pas sur toute la gamme produit, parce que j'ai été voir, tu fais du fruits et légumes, donc fruits et légumes par voie postale, à mon avis, c'est de la compote à l'arrivée, donc je pense que non. Donc ça veut dire que tu dissocies. Tout à fait. Donc en fait, on affiche à l'internaute les produits en fonction de là où ils se situent, et en effet, ça n'a pas de sens d'envoyer du fromage, des produits qu'on source de producteurs d'Île-de-France partout en France. Donc oui, on sélectionne. On reviendra sur le sujet de l'emballage, parce qu'on a parlé un petit peu, et le réseau consigne d'ailleurs, je nous expliquerai un petit peu l'enjeu du réseau consigne. Je voudrais qu'on rentre un peu dans les sujets tech avec Bertrand. Je trouve qu'on se connaît bien et que je suis assez passionné par la technologie au service d'un nouveau mode de consommation. Si tu peux nous expliquer un petit peu le fonds baptismaux d'Amanda, c'est quoi, ça va faire quoi, et comment l'intelligence artificielle va se mettre au service du choix éclairé du consommateur. Merci. Donc Amanda, c'est un supermarché en ligne qui va faire de la livraison. Et dans Amanda, on va utiliser la technologie intelligence artificielle, informatique au sens très large, pour pouvoir apporter une information précise à nos clients et leur permettre d'implémenter une consommation responsable, mais aussi individualisée. C'est-à-dire être capable de diversifier un petit peu les manières d'exercer son éthique quand on consomme. Et donc on travaille beaucoup sur les différentes valeurs qui peuvent exister quand on achète et leur implémentation. Et pour ça, il faut être capable d'avoir une bonne maîtrise des informations sur les produits, ça c'est un premier point. Donc comprendre d'où vient un produit, qui l'a fabriqué ou qui l'a produit, les modes d'abattage par exemple aussi, pour tout ce qui est la viande. Donc être capable de comprendre tout ça et d'une part pour le montrer au public, pour que lui ait la conscience de la manière dont les choses sont fabriquées, ça c'est un premier point. Et ensuite pour l'utiliser, pour être capable de donner la capacité à nos clients de pouvoir absorber très rapidement des grandes masses d'informations. Ça c'est un point essentiel, avec des technologies qui proviennent du monde de la veille, que tu connais un petit peu. Donc avoir cette capacité à absorber beaucoup d'informations et à utiliser cette information et la connaissance qu'elle fabrique pour agir efficacement vers un choix éclairé en fait. Le choix éclairé, ça c'est un sujet sur lequel parce que je pense que c'est un sujet qui vous est tous les deux propre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi aujourd'hui en tant que consommateur, je consomme bêtement ou vous avez moins de plus d'intelligence? C'est quoi l'idée? Toi en tant que consommateur, tu as un certain nombre de valeurs et tu souhaites appliquer ces valeurs dans ta consommation et tu souhaites que les personnes qui fabriquent, qui transportent ces produits, etc., implémentent ces valeurs dans leur manière de faire. Et donc pour ça, il faut que tu aies l'information de comment ça a été produit et que donc d'une certaine manière, tu sois éclairé par cette information
et que tu puisses réaliser l'action d'achat qui est ce choix en connaissance de toutes les valeurs qui sont portées par les producteurs et l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il y a derrière ton produit. Sachant que finalement, aujourd'hui, les consommateurs, ils adhèrent à un ensemble de valeurs. Et il faut que, au travers de la manière dont ils consomment, ils puissent se repérer entre un label bio, un label Déméter, du local ou des valeurs nutritionnelles ou de la manière dont a été produit le produit, enfin un circuit court, etc. Et que finalement, tout ça, c'est pas forcément très lisible quand on fait ses courses. Et du coup, j'imagine que c'est comme ça. Et donc avec un positionnement un peu démocratique, dans le sens où chacun est capable d'avoir des valeurs déjà, et d'implémenter ses propres valeurs dans la manière d'acheter. Et donc pour ça, il faut qu'ils comprennent bien où ces valeurs se situent dans la chaîne de valeur, enfin dans la chaîne de production, etc. Myriam, tu as parlé d'innovation d'usage. On voudrait qu'on revienne là-dessus parce que tous les deux, quelque part, moi, ouais, je suis consommateur comme toutes les personnes qui sont ici. Je suis d'accord. Nous, on n'a pas à être expert des normes Schmöldu, on n'a pas à être expert des enjeux supply chain qui peuvent être derrière, des problématiques de consommateurs. Il est là pour consommer. Par contre, il faut qu'il accède vite à une solution qui lui corresponde, sachant qu'aujourd'hui, il consomme peut-être avec des valeurs, mais sans pouvoir appliquer ces valeurs à ce qu'il consomme, quoi. Tout à fait. Donc l'innovation d'usage, de deux manières différentes, c'est ça aujourd'hui. C'est amener des solutions, peu importe comment ça marche. Alors non, pas vraiment, peu importe comment ça marche, parce qu'il s'agit d'amener des solutions, mais tout en expliquant un petit peu aux consommateurs qu'il y a certains progrès à faire, notamment dans mon cas, consommer en étant en adéquation avec ses valeurs, c'est souhaiter que les coursiers soient salariés, que le rythme du travail des coursiers salariés soit tenable, et pour autant, ils ne sont pas prêts à payer le véritable coût de la livraison qu'on est obligé d'imputer sur d'autres choses. Donc il faut que ce soit pratique, mais il faut qu'une innovation d'usage soit la plus simple possible pour susciter l'adoption de ce mode de consommation que nous, en tout cas, on estime plus vertueux et qui, la preuve en est que... Ils permettent de diminuer notre empreinte plastique et notre impact CO2 via le réemploi plutôt que le recyclage. Néanmoins, il faut aussi passer cette information-là et être pédagogue en lui simplifiant l'accès à ce mode de consommation-là. Donc, à la fois une innovation en simplifiant l'usage et à la fois en passant des informations et en montrant que c'est important de faire bouger un petit peu ses lignes, sa sensibilité par rapport à certaines choses. Tu peux dire un mot de comment ça va? Parce que moi, j'ai eu la chance de voir un peu les bêta-tests d'Amanda. Comment ça va se passer pour moi, consommateur, qui a envie d'être un peu éclairé? Alors, le premier point, c'est on essaye d'obtenir le maximum d'informations fiables sur les produits. Donc, je l'évoquais, c'est qui l'a produit, le terroir, l'ensemble des éléments qu'il peut y avoir dedans, etc. On identifie un certain nombre d'informations qui sont liées à des valeurs. Donc, typiquement la durée du transport. Pour des gens qui ont des problématiques autour de l'écologie, etc., c'est important. Donc c'est ce type de choses. De la même manière, les méthodes d'abattage vont être importantes pour les gens qui ont des religions, certaines religions. Donc chacun a un petit peu des valeurs comme ça. Et donc on pousse ce type d'information en étant le plus visible, le plus clair possible dans la visualisation. C'est un premier point. Et une fois qu'on a cette démarche d'achat, donc avec un panier qui se remplit, on a tout un tas d'éléments qui permettent de mesurer, par exemple par des scores, l'adéquation entre les valeurs qu'on porte dans notre profil, qui est lié aux achats qu'on a fait précédemment ou des choses qui sont déclarées, et notre panier. Et typiquement, il va pouvoir aussi proposer des articles différents ou peut-être plus en relation avec les valeurs qu'on a montrées précédemment que celui qu'on aurait choisi. Je ne vais pas donner de marque, mais disons qu'on achète une pâte à tartiner qui n'est pas forcément super top. Il pourrait proposer une qui est bio, qui vient de moins loin. Donc c'est-à-dire qu'en gros, moi j'aime les innovations d'usage qui fonctionnent rapidement. Les modèles américains, une problématique, j'apporte une réponse simple et scalable. J'aime bien ce genre de schéma, au moins c'est direct. C'est compliqué pour ceux qui l'organisent, mais pas pour celui qui l'utilise. Tout à fait. Donc, voilà. Donc en gros, je passe mon panier de commandes, j'ai cette fameuse pâte à tartiner qu'on préfère éviter, mais du coup, automatiquement, le site me propose une autre option. Qui est plus en adéquation avec tes valeurs personnelles.
pas les valeurs du site ou d'autres. Et en quoi l'intelligence artificielle intervient là-dedans? C'est dans Alors, l'interprétation des données? Ça, c'est très important. Les valeurs, ça se positionne à des niveaux qui sont sémantiques, au niveau sémantique, c'est un peu compliqué à comprendre, qui sont relativement flous, etc. La technologie aujourd'hui essaie bien de traiter des valeurs numériques, le taux de vitamine C, ce genre d'informations, et a du mal à traiter tout ce qui est un peu flou, de l'ordre de la sémantique, c'est-à-dire qui porte beaucoup de sens. Et c'est là où nous, on apporte de la nouveauté grâce un petit peu au réseau de neurones, à des, je ne vais pas approfondir là-dessus, mais à des modélisations du langage qui permettent d'avoir une représentation du sens des concepts, et donc qui permet ensuite de faire des liens entre le fait que vous avez acheté quelque chose qui vient de pas très loin, par exemple, et quelqu'un qui se déclare impliqué dans les circuits courts. Et donc, à partir des technologies, on va arriver à faire des liens entre les choses, entre les gens et les produits, pour leur pousser, entre les produits entre eux, et aussi d'avoir la capacité de comparer les produits entre eux, et pour pouvoir donner un espèce de jugement de valeur, ou un score, comme on disait, qui va agréger des choses qui ne sont pas tangibles ou quantitativement mesurables, comme le taux de vitamine C, qui est un petit peu à quel point mon produit est écologique. Quelque chose d'extrêmement subjectif, et c'est des choses que l'intelligence artificielle arrive à mesurer aujourd'hui, ou au moins à comparer. C'est vraiment la tech au service de l'éclaircissement de la consommation, quoi. En quoi, aujourd'hui, ces nouvelles approches que vous représentez tous les deux vont contraindre les supply chains et en quoi, qu'est-ce que vous pensez les adaptations que ça va provoquer, en fait? Oui. On reparlera du réseau consigne. Non, mais... sur le sujet. Alors moi, les impacts que je vois sur la supply chain, sur mon métier en tout cas, c'est que comme il y a cette appétence des consommateurs à vouloir réduire leurs déchets et à passer au réemploi, comme il y a cette incentive, la loi climat qui dit que les grandes surfaces doivent dédier 20% de leur surface au vrac et à la consigne d'ici 2030 et que les producteurs doivent s'y mettre, on voit de plus en plus d'enseignes, de marques qui doivent réemployer leurs contenants. Par ailleurs, il y avait l'une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat était de surtaxer les contenants qui n'étaient pas standards et aptes au réemploi. Donc il y a cette volonté, et en tout cas ce sentiment qu'il faut bientôt se conformer à des contenants aptes au réemploi et qu'il faut trouver une manière de les revaloriser afin qu'un contenant réemployé coûte à l'achat moins cher qu'un contenant neuf. Et donc finalement que toute la supply chain et que la logistique qui soit liée à de la récupération, du stockage de sale, du lavage, du stockage de propre, et ensuite de la revalorisation auprès de producteurs qui ont besoin de ce type de contenant-là, elles puissent être tout à fait optimisées afin que le coût d'achat des 1000 cols de bouteilles il soit moins cher que des 1000 cols de bouteilles neuves au moment où le vigneron a besoin d'embouteiller ses bouteilles, par exemple. Donc on voit un peu émerger des solutions logistiques qui permettent justement d'attaquer ce marché-là qui est en pleine effervescence. Et nous, on propose une solution justement pour ça aussi. Et c'est du coup, toi, tu as contribué à la création d'un réseau, le réseau consigne. Non, il existe avant moi. Il existe avant, okay. Pardon. Mais en fait, plusieurs startups se sont associées avec à la tête la patronne de Pandobac, Chou, qui justement porte ces nouveaux sujets sur comment on gère ces fameuses consignes sur ces emballages réutilisables. Ouais. Alors, en effet, le réseau consigne a été... au départ, il y avait le réseau VRAC qui fédère les professionnels du VRAC, et puis le réseau consigne national fédère les professionnels de la consigne, que ce soit des opérateurs de réemploi, des laveurs, des entreprises qui font de la déconsignation, des entreprises qui vont aider des entreprises à se conformer à la loi AGEC afin qu'il n'y ait pas de contenants jetables sur des lieux de consommation. Loi AGEC, tu peux juste nous rappeler les grands, parce qu'elle a accéléré au 1er janvier. Là. Ouais, donc, il y a toute une série de mesures, et l'une d'entre elles, c'est de ne pas proposer sur le lieu de consommation des contenants qui sont jetables. Donc quand on mange dehors, le restaurateur ne peut pas nous proposer des contenants jetables. Donc McDo, ils ont un petit sujet, quoi.
McDo, ils ont un grand sujet, ils sont en train d'y répondre, Burger King également, notamment, je pense. Voilà. Et la loi climat, elle, son décret d'application dit que des grandes enseignes, comme des grandes marques qui ont beaucoup de production, doivent dédier 5% de leur production à des contenants réemployables. Et donc, bref, j'étais sur le réseau Consigne qui fédère ces acteurs-là et aussi un acteur qui travaille avec les parlementaires pour faire avancer les sujets propres au réemploi. Et donc, oui, il y a des membres du bureau, donc Chou, en effet, fait partie, qui porte le projet Pandobac. Et qui découvre avec joie les grands plaisirs de la supply chain, que moi je représente ici, pour le coup. Parce qu'en effet, ces idées-là, elles sont majeures aujourd'hui, mais elles se confrontent à différentes problématiques. Par exemple, la traçabilité des emballages en tant que telle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, alors là on revient à la data, Bertrand en l'occurrence, c'est-à-dire que l'information embarquée aujourd'hui dans les codes barres, c'est une information produit. C'est pas une information contenant. Et si, justement, nous, par exemple, c'est ce qu'on fait avec l'intendance sur nos 1000 références, c'est qu'on associe une date de durabilité minimum, un produit, un producteur, le long de la chaîne d'approvisionnement, et au moment du conditionnement, on associe dans un QR code le contenant avec son produit, afin de suivre toujours des états de stock de produits en vrac et des états de stock de produits consignés et des états de stock de contenants sur une cinquantaine de références de contenants. De la bouteille au bocal de miel, la bouteille d'huile d'olive, la bouteille de vin, etc. Voilà. Et en effet, donc, toute cette traçabilité de contenants et la mesure du taux de rotation de ces contenants nous permet à la fois d'optimiser d'un point de vue logistique, donc coût, les rotations, mais aussi de faire des mesures extra-financières pour montrer à quel moment c'est plus écologique de réemployer plutôt que de casser et de faire fondre du verre pour en refaire. Bertrand, comment chez Amanda on va anticiper un peu ces problématiques supply chain et comment donner une certaine vision au consommateur de son acte d'achat en fait? Alors, la partie contenant est importante pour nous aussi, donc on travaille sur ces sujets, mais on voit aussi tout ce qui est consommation carbone, consommation énergétique au sens large du terme, qui est un point important, où là, nous, on va souhaiter que nos fournisseurs de services soient précis sur la consommation qui a permis à nos produits d'arriver jusqu'au client. Ça, c'est un point important, et ce n'est pas forcément toujours facile à faire. Et un troisième point qui tourne autour de la responsabilité sociale des intervenants dans toute la chaîne logistique. Qui est aujourd'hui un point relativement prégnant, on sent, auprès du public français, au moins. Et donc c'est, disons, 3 grands facteurs qui aujourd'hui vont nous impacter sur les choix qu'on peut faire. Et aussi, comme on l'évoquait, sur les choix que vont faire nos clients au travers de cette capacité qu'on leur donne de comprendre le voyage qu'a fait un produit. Et de choisir en fonction, d'avoir ce choix éclairé en fonction de ces informations qu'on va leur fournir, qui doivent être fiables, précises, etc. À votre avis, alors vous avez des jeunes entreprises dans ce domaine, quel est votre regard sur les métiers justement de la supply chain? Quels sont les efforts qu'ils vont devoir faire, d'après vous, j'entends, dans le futur, pour répondre à vos enjeux directs peut-être, mais un peu plus globalement aux enjeux auxquels ils vont être confrontés? C'est quoi votre regard à vous? L'impression que j'ai, c'est un problème de passage à l'échelle, de changement de paradigme, en fait, du magasin physique à quelque chose, à un monde où tout est livré. Et on sent que, on le voit au travers des dark stores par exemple, qui posent problème dans la société aujourd'hui. Je sens un peu là, c'est-à-dire que l'espèce de changement d'échelle de quelque chose qui est pas marginal aujourd'hui, mais qui a une certaine importance, qui est de l'ordre de 10% en gros des choses. Et quelque chose qui va passer à, disons, une part de marché beaucoup plus importante, à mon avis, à l'avenir, et qui va avoir des impacts sur les aspects sociaux du travail, la manière de gérer la ville, etc. etc. Et donc ça, je pense que ça va les impacter fortement. Mais la croissance est toujours positive, par ailleurs. Comme ça. Moi, je ne connais pas suffisamment les métiers de la logistique pour savoir comment ils vont être impactés ou savoir ce qu'ils devraient faire. Mais j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus tenir compte qu'il y a une boucle de réemploi et donc il y a de la reverse logistique
à faire. Nous, on le voit à petite échelle, on est en mesure, dans nos tournées de livraison, de tenir compte du nombre de contenants sales qu'on va récupérer chez chacun de nos clients afin d'anticiper aussi, dans la manière dont on va les livrer, tous les contenants qu'on va récupérer sur notre tournée. Et donc ça, à large échelle, j'imagine que il y a plein de... ces entreprises logistiques vont devoir tenir compte de l'espace disponible pour la récupération des contenants à revaloriser. Et après, un autre truc que je vois, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, sur la partie alimentaire en tout cas, je vois une tendance à permettre aux clients d'aller chercher ses courses en drive piéton. Et donc, probablement qu'il y a aussi des choses à voir là-dedans, à y faire essaimer des points de collecte multimodaux sur de l'alimentaire et d'avoir des points de collecte un peu plus localisés à tenir compte. Là, on va retomber sur les sujets réglementaires, parce qu'il y a une percussion aujourd'hui auprès de nos élus politiques entre les dark stores où tout le monde dit stop, on arrête, c'est juste l'enfer, et de l'autre côté, typiquement, ce genre de consignes automatisées ou autres qui sont certes une empreinte sur le pas de porte, mais qui ont un vrai objectif de densification sur site, et où on pourrait faire ça. Alors là, pour le coup, mais il y a une problématique de l'ensemble de la chaîne de valeur représentée par les startups comme les vôtres, par les opérateurs logistiques ou par les retailers historiques, de qu'est-ce qui est utilisable ou pas, et où commence le bénéfice et où commencent les problèmes qu'on a pu voir avec les dark stores. Absolument. C'est vrai que ça reboucle un petit peu sur le sujet des dark stores, mais pour moi, c'est pas exactement pareil, parce que c'est quand même des surfaces qui sont mobilisées, qui sont plus petites, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir pignon sur rue, mais qui certainement permettent de désengorger les villes, de faire qu'il y ait moins de livraison last mile sur le pas de porte du consommateur, et donc finalement de limiter l'empreinte carbone et l'empreinte bruit associée à la livraison du dernier kilomètre. Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans. Il y a le fait de dire, en effet, je modélise parfaitement mes tournées de distribution pour pouvoir faire à la fois de la descente de marchandises et de la remontée de contenants. Ça, c'est quand même un schéma qui est un peu différent, parce que ce n'est pas du tout le process actuel. Aujourd'hui, on est quand même sur des process plutôt descendants, pas des process en mode... voilà. Et pour le coup, ce n'est pas déconnant, parce que ça permettrait des effets de densification plus importants. Donc là, il y a quand même un sujet. Après, il y a tout un sujet de réglementation qui est aujourd'hui... voilà. Je ne parle même pas des sujets liés à la typologie même des véhicules utilisés, parce que là aussi, il y a débat. Nous, typiquement, on travaille sur ces sujets-là. C'est pas évident de se dire, demain, on passe en full véhicule triporteur électrique, je sais pas quoi. Super, mais il n'y a juste pas le marché. Enfin, demain, je m'appelle Géopost, il me faut 20 000 triporteurs électriques, il ne m'en faut pas 10. Donc on est sur des passages d'échelle industrielle, donc ça c'est une autre problématique. Et dans les déploiements que vous allez faire, vous allez avoir aussi cette problématique de scalabilité de vos modèles. Oui, tout à fait. Pour l'instant, les échelles de production de ces triporteurs ou d'autres systèmes ne sont pas encore à l'échelle de la France, ou ce qui sera attendu pour avoir une distribution très grand public, très large échelle. Mais les choses progressent, j'ai l'impression. On sent qu'il y a une appétence globale et que la crise actuelle n'a pas forcément un impact très fort sur, disons, l'envie du public d'exercer leurs responsabilités quand ils achètent. Surtout, c'est pas forcément antinomique, quoi. C'est pas une solution contre l'autre. Nous, par exemple, l'acteur avec lequel on travaille, qui s'appelle Deliver.Me, permet d'offrir, de ne pas opposer un mode de livraison à vélo à un mode de livraison décarboné en van, mais offre une solution qui combine un peu les deux en solution pour passer à l'échelle ce mode de livraison-là. Je trouve qu'ils le font très bien. Et très concrètement, des essais qu'on a faits, les livraisons en véhicules, voitures, camionnettes, etc., dans Paris, à des horaires un peu milieu de journée, etc. Disons que ça fait des livraisons qui sont très longues et qui coûtent assez cher par rapport à il me semble, par rapport à ce qu'on pourrait atteindre à vélo à terme. Merci en tout cas Bertrand, merci Myriam, merci pour la réactivité, merci pour votre temps pour préparer cette conférence, et merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous derrière nous, enfin derrière vous plutôt.